Linda Kebab, bonjour, merci d'être à nos côtés, secrétaire nationale du syndicat SGP Police. Un peu plus d'une semaine après Mantes-la-Jolie, c'est donc au tour d'une autre ville des Yvelines, Chanteloup-les-Vignes, d'être le théâtre de violences urbaines. Les locaux d'une association culturelle incendiés et des policiers, une fois encore, attaqués dans la nuit de samedi à dimanche. Linda Kebab, le scénario est sensiblement le même. Les forces de l'ordre sont tombées dans un guet-apens. Oui, avec les pompiers, c'est important de le préciser. Même un dépanneur qui passait par là, tout à fait par hasard, a été pris comme étant un acteur de l'intervention et a été caillassé. Oui, malheureusement, en fait, c'est même plus du guet-apens, je pense que c'est de la destruction volontaire des biens de notre société, tout simplement. Je disais encore hier qu'on a tendance à reprocher aux policiers moult défauts, notamment de la discrimination, des contrôles d'identité au faciès, etc., qui justifieraient finalement la colère et la haine à leur encontre. Moi, j'aimerais juste savoir en quoi un cirque social est discriminatoire au point de vouloir le brûler. Donc ça prouve que comme quoi l'argument qui est très souvent avancé est complètement à côté de la plaque des dangers que notre société est en train de rencontrer. Parce que là, on est en train de parler de quartiers qui sont dits populaires, dits difficiles, mais en réalité, ça a une répercussion à l'échelle nationale parce qu'on se rend compte que c'est le denier public qui part en fumée littéralement et que c'est pas un problème de haine vis-à-vis des forces de l'ordre. Je pense que c'est vis-à-vis de l'ensemble du service public, c'est vis-à-vis de l'État, c'est vis-à-vis de toute la représentation. Mais c'est aussi vis-à-vis de la réussite, parce que c'était des structures sociales qui avaient vocation à permettre à des jeunes qui, justement, peuvent subir la discrimination de s'en sortir. Depuis près de 30 ans, cette association de cirque était implantée. On va écouter justement la maire de Chanteloup-les-Vignes réagir à cette attaque du week-end. Je n'ai jamais été confrontée à des violences comme ça. Certes, on est au bout du bout du bout, au bout de la réussite, que certains voudraient transformer en échec. Mais on est aussi à l'endroit où on va transformer le territoire, parce qu'on va faire la cité éducative. Donc ces deux faits conjugués, l'endroit où c'est compliqué et l'endroit où ça va reprendre par une cité éducative, ça ne doit pas plaire à tout le monde, je suis assez d'accord. Et le préfet des Yvelines parle de surenchère de la violence. D'où vient, selon vous, cette surenchère ? Ça a toujours existé. Quand dans une cité, il y a eu un X nombre de véhicules qui brûlaient, notamment la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est comme ça depuis quelques dizaines d'années. Le lendemain, le surlendemain, les autres quartiers surenchérissent et vont en brûler encore plus. Ça a toujours existé. Il n'en demeure pas moins que ça a toujours été limité, malheureusement, à du mobilier urbain malgré tout, à des véhicules de victimes dont on ne parle jamais, qui elles aussi se retrouvent totalement démunies et qui ne peuvent plus travailler. Mais au-delà de ça, il y a surtout cette notion d'absence de réussite. C'est important de préciser, elle l'a dit en partie, la maire Les Républicains de Chanteloup-les-Vignes est en train de lancer un projet d'urbanisme en fait, pour décloisonner les quartiers et permettre à la ville un petit peu de respirer, sauf que ça nuit au trafic de stupes, ça nuit au recel, et c'est surtout ça qui est attaqué aujourd'hui. C'est là le plus pitoyable. J'aurais envie de demander à madame, est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant dans cette affaire-là ? Dans ces violences pour Chanteloup-les-Vignes, en fait, sur le 78, ça fait quelques jours déjà qu'il y a des violences urbaines. Il y a des guet-apens réguliers contre les forces de l'ordre et les pompiers. Là, ça a été vraiment encore une étape supplémentaire parce que c'est des grosses infrastructures qui ont été touchées. Mais aussi, c'est parce que ça permet de pointer le doigt sur le fait que oui, il y a les trafiquants notamment qui ne veulent pas laisser le territoire être récupéré par la République, tout simplement. Mais j'avais une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a une surenchère de la violence ou est-ce qu'aujourd'hui la police s'organise mieux pour sortir du silence et que vous, en tant que délégué national, vous avez aussi un rôle de lanceur d'alerte pour plus que ça n'arrive et pour alerter, en fait, pour montrer que ça existe. Oui, en effet, il y a aussi ça, c'est que pendant longtemps, on a laissé aussi l'institution policière, en tout cas les représentants officiels, que seront par exemple les ministères ou les préfectures, s'exprimer sur la question. Soyons honnêtes, si je n'avais pas peut-être évoqué ce fait très tôt, dès lors que ça s'est commis, ou certains de mes collègues, peut-être que ça ne se serait pas. Vous nous alertez davantage. Moi, je trouve effectivement ces derniers mois. Voilà, nous, les médias aussi, on peut servir de transmettre en tout cas les alertes que vous remarquez. C'est important. C'est une chose que je reproche notamment à mon ministère, mais plus globalement au gouvernement, au pluriel. C'est l'absence de communication auprès de l'opinion publique. C'est pas au syndicat de police de faire de la pédagogie, par exemple, auprès de l'opinion publique pour expliquer l'utilisation des armes ou de l'action de police. Mais c'est aussi pas au syndicat de police d'alerter l'opinion publique sur les dangers que les concitoyens encourent en matière de sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, on en est arrivé là. Nous, syndicats de police qui sommes initialement là pour travailler sur les conditions de travail de nos collègues, on arrive à parler de sécurité à nos concitoyens et ça, c'est pas normal. On parle de surenchère de la violence, Linda Kebab. Ces violences aussi, elles sont l'objet de vidéos, de défis
lancé sur les réseaux sociaux. C'est à celui qui cassera le plus de flics, dit le préfet. Oui, c'est ça. Il y a des défis sur Internet. Il y a des défis, mais vous savez, c'est un peu aussi nourri par une idée selon laquelle c'est aussi un peu à la mode. Moi, je veux dire, historiquement, c'est pas nouveau. Hein. Casser du flic, ça existait. Vous avez fait Ne mai me 68. regardez pas. C'est calmé depuis. Mais même avant ça, je me suis permis de vous le mettre à côté de vous. Dans les années 20, vous avez déjà des premières études avec un peu romancées où vous avez, par exemple, l'extrême droite de l'époque qui parlait de la gueuse de la République qu'il fallait détruire, des communistes qui parlaient de tuer du flic. Déjà dans les années 20, ça existait. C'est pas nouveau, et particulièrement en France. Le souci aujourd'hui, c'est que c'est rentré un petit peu dans les mœurs. Preuve en est, vous avez des rappeurs, je les cite pas parce qu'ils valent pas le coup qu'on leur fasse de la pub, mais des rappeurs qui crient à tuer des policiers, qui appellent, et les réseaux sociaux exacerbent ça aussi. Mais évidemment, c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Il y a aussi une libération de la parole qui autrefois était assez marginale, c'est notamment le fait de décrire le policier comme étant l'ennemi du citoyen alors qu'il est l'agent de la paix. Quand vous avez une chanson qui appelle à la mort de policiers alors qu'on sait pertinemment qu'il y en a qui mettent ce genre de choses en application et que malgré tout ce genre de chanson n'est pas condamné. Vous savez, il y a 15 ans, un autre ministre de l'Intérieur, pour moins que ça, avait déposé plainte contre un groupe de rap. Aujourd'hui, on en a un qui est en train de dire, je cite, « Mort au port, je rêve d'un policier dans mon coffre ». Et aujourd'hui, alors on attend toujours la plainte du ministère de l'Intérieur, ça n'arrive pas. Donc ça veut dire que finalement, au fond, on donne l'impression qu'il y a une banalisation et qu'on a le droit de dire ce genre de choses. Denis ? Oui, mais il y a une responsabilité de tout le monde. Les gilets jaunes, les manifestations de gilets jaunes, plus ça cassait, plus on en parlait, plus ça faisait la une des journaux, plus on parlait d'eux. Et plus Emmanuel Macron réagissait et moi, je sais pas. Oui, le problème, c'est que la violence est payante. La violence dans une société ultra médiatisée est payante. Donc, et pour ces groupes aujourd'hui, c'est effectivement, il y a des Jeux Olympiques, on commence par là, on continue, et si on arrive, le summum, si on arrive au journal de TF1 en premier, on a gagné la médaille d'or pour la journée. Donc voilà, il faut voir aussi que dans notre société, on encourage pour arriver dans les médias. Et les jeunes qui cassent quelque chose, ils regardent tout de suite sur leur portable, quand est-ce qu'on va parler d'eux ? C'est ça aussi la réalité. Et quelle responsabilité, Linda Kebab, sur Twitter, vous dites « J'accuse les adeptes de l'électoralisme clientéliste en France qui ont délaissé valeurs et victimes. Vous êtes responsable du succès du populisme. » Qui visez-vous précisément ? Je vise ce qui était évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire notamment des élus, des responsables politiques qui, sous prétexte de laisser une économie souterraine pour permettre à des personnes de participer à l'économie d'un pays, parce qu'ils n'y ont pas accès sinon, de fermer les yeux sur le trafic de stupéfiants, des personnes aussi et surtout qui légitimisent la violence contre les forces de l'ordre, les pompiers, les infrastructures publiques, en disant que vous comprenez, c'est l'expression de la colère des petits jeunes qui subissent la discrimination. Alors que le vrai discours, le vrai dialogue, ça devrait être de dire, si vous subissez la discrimination, battez-vous pour vous en sortir. N'allez pas casser ce qui vous permettrait de vous en sortir. Et ça, malheureusement, ça fait 30 ans qu'on entend des discours selon lesquels les policiers sont les méchants, les jeunes qui cassent sont finalement victimes du système, et on laisse faire. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des visées électorales, notamment à l'échelle locale, peut-être même nationale, mais avant tout à l'échelle locale, qui font qu'aujourd'hui, quand vous cassez, vous êtes mis en avant, voire même vous êtes entendu par certains élus locaux qui vous donneront encore plus au détriment de ceux qui malheureusement ne font jamais de bruit. Je vais vous poser une question plus personnelle. Pourquoi avoir choisi, vous, en tant que femme, d'entrer dans la police ? Pourquoi ? C'était quoi, en fait ? Un sentiment d'utilité. Alors, on va faire une aparté très rapide. Je n'avais pas du tout vocation à être policier. C'est pas un métier de vocation pour moi, c'est un métier de conviction. Je voulais être journaliste initialement parce que je pensais qu'informer c'était très utile. Et finalement, dans le souci de continuer à être utile, j'ai décidé de servir les concitoyens et de travailler dans la sécurité pour aider mon prochain. Si votre enfant veut être policier aujourd'hui, vous le conseilleriez ou bien c'est vraiment un métier pour vous qui est très compliqué aujourd'hui ? Malheureusement, je serais très dubitative quant à sa capacité finalement à assurer sa mission. Parce qu'au-delà du fait que je sois policier, je suis surtout syndicaliste aujourd'hui, malheureusement. Je fais plus de syndicalisme que de police en ce moment. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en tant que policier, on n'est pas capable de faire notre mission, d'accomplir notre mission telle qu'on le souhaiterait vraiment, c'est-à-dire assurer votre sécurité. Donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de rentrer dans le syndicalisme pour permettre à mes collègues de le faire. Je sais que si jamais mon enfant devait rentrer dans la police, il aurait très peu de chances de faire ce pourquoi il est entré dans ce métier. La grande structure en bois à Chanteloup-les-Vignes qui a été incendiée appartenait à une association de cirque implantée, on le disait tout à l'heure, depuis près de 30 ans et qui accueillait beaucoup d'enfants. Elle menait aussi des actions de prévention dans les écoles. Avec les policiers, c'est aussi la jeunesse finalement de ces quartiers qui est une victime indirecte de ces violences-là.
Oui, mais évidemment. Pas au moment où... Les victimes collatérales de tout ça, ce sont les populations les plus démunies, ce sont encore les personnes les plus précaires. Parce qu'au final, les personnes qui habitent de l'autre côté du périph' ne sont pas les plus lésées. On dit oui, c'est pour toucher l'État, c'est pour toucher les personnes de pouvoir. Mais en réalité, les personnes les plus impactées, ce sont les populations locales. Nous, quand on intervient sur ce genre de missions, ce sont des missions sur lesquelles on ne peut pas intervenir ailleurs. Des violences intrafamiliales, des violences sur la voie publique, des cambriolages, enfin, d'autres faits pour lesquels on ne peut pas intervenir parce qu'on est en train de se battre finalement contre des délinquants qui essaient de détruire notre société. Donc évidemment, les premières victimes, ce sont d'abord nos concitoyens. C'est en ça aussi que c'est une question finalement qui doit être nationale et générale. C'est-à-dire que la sécurité, ça ne concerne pas que les policiers, ça ne concerne pas que les personnes qui vivent dans des quartiers difficiles, ça concerne chacun d'entre nous. Et il faut aussi que chacun aussi ait la responsabilité de se dire, d'arrêter d'être hypocrite. Parce que il y a quelques jours, à Mantes-la-Jolie, il y a eu donc un guet-apens contre mes collègues qui ont dû faire usage de grenades, de lanceurs de balles de défense. Il semblerait que l'un d'entre eux ait été blessé par le LBD. Ça n'a pas beaucoup ému l'opinion publique. Peut-être à juste titre, même si c'est toujours dramatique d'avoir un blessé et qu'on ne s'en réjouit jamais. Néanmoins, on s'est dit, malheureusement, c'est une personne qui est allée à l'affrontement avec les forces de l'ordre et qui, en retour, s'est pris un coup de LBD. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de discours quand on a des violences qui sont exercées sur la capitale? Pourquoi? Parce qu'au final, on a une telle hypocrisie dans l'opinion publique, où on a estimé que les violences étaient normales finalement si elles étaient exercées contre des populations en banlieue, mais pas finalement sur la capitale. C'est difficile, je pense, pour certains de nos concitoyens d'estimer que la violence peut être endogène. C'est-à-dire que la violence, c'est pas uniquement un fait de quartier isolé sur le territoire. Il y a beaucoup d'endroits en France où on rencontre ce genre de violence qui nous oblige à nous à faire l'usage d'armes dites non létales, comme le LBD par exemple. Sur la capitale, quand vous avez des émeutes et des violences urbaines contre les forces de l'ordre, moi j'aimerais aussi qu'on ait le même émoi et qu'on considère que oui, les personnes qui s'en prennent à des forces de l'ordre sur les Champs-Élysées ont autant de responsabilités que ceux qui le font dans les quartiers populaires. Entre Béziers, effectivement, la semaine dernière, où c'était une école, un collège pris pour cible, là, c'est une association culturelle. Ce sont clairement les institutions aujourd'hui qui sont prises pour cible, l'État qui est pris pour cible. Surtout au-delà des institutions, c'est surtout les moyens de réussite, en fait. C'est ça. Je reviens à ce que je disais au début de mon propos, c'est on peut, à juste titre, décrier finalement le manque d'infrastructures pour la jeunesse dans les quartiers difficiles qui leur permettent éventuellement de réussir. Malheureusement, quand ils existent, on sait aussi qu'il y a une marginalité, une minorité qui ne veut pas de cette réussite pour les autres. Moi, je les appelle les voyous ratés qui empêchent à ceux qui veulent réussir de s'en sortir. Après, c'est trop facile de pointer le doigt sur les difficultés de notre société vis-à-vis de ces populations qui peuvent se retrouver en difficulté. Mais d'abord, la plus grande des difficultés, c'est déjà d'extraire ces personnes qui sont un véritable fléau. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas de réponse, soyons honnêtes, et ça finalement explique tout. Finalement, ça explique tout. La justice n'a pas de réponse à la hauteur vis-à-vis de ce genre d'acte. Une destruction comme ça devrait emmener sur du minimum 5 ans, voire 7 ans. C'est rare qu'on ait des personnes qui ont ce genre de peine, d'autant qu'en plus, il y a souvent de la minorité, donc on va plutôt se trouver avec des mesures éducatives qui ne seront jamais appliquées faute de moyens. De l'autre côté, on a un État qui ne peut pas lutter contre ce type de délinquance, parce que comme vous le disiez vous-même, le trafic de stupes permet à des personnes d'avoir accès à l'économie à l'économie parallèle. Et donc, du coup, si on empêche à ces personnes de trafiquer, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, on laisse faire parce qu'on n'a pas d'autres moyens de les occuper et qu'on ne sait pas quoi faire. Si on a des moyens. Denis, on ne veut pas les mettre en application. En tout cas, ça, c'est une question de volonté politique. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a en cours. Et pourtant, quand des parents essayent de se soulever contre tous ces problèmes de drogue, ils se retrouvent seuls. Prenons l'exemple d'il y a quelques semaines, cette fameuse école à Saint-Denis où les parents ont fait une chaîne humaine parce que l'école était devenue une planque de drogue. Aujourd'hui, on a appris que certaines mamans qui sont issues d'une famille monoparentale et qui sont seules ont dû carrément quitter la région parce qu'elles sont menacées de mort par les dealers. Les parents se retrouvent seuls. En fait, est-ce que la peur a changé de camp? C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la drogue se retrouvent victimes et doivent fuir. C'est eux qui doivent partir. C'est dingue. Tout à fait, mais ça, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis de nombreuses années. On parle régulièrement des manques de moyens, de manque d'effectifs. Ça reste un peu générique, mais c'est ça aussi. Si on n'est pas en mesure de protéger les populations qui, elles, veulent s'en sortir, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens. On a récemment le Premier ministre qui a fait des annonces pour le 93, par exemple, et qui a annoncé une prime de 10 000 €, par exemple, pour les agents de l'État qui sont prêts à rester 5 ans sur le 93. Alors déjà, c'est un désaveu pour le département, d'une part, mais c'est aussi complètement inutile comme mesure. C'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Alors, en tant que syndicaliste, je suis contente de voir que certains de mes collègues et de co-fonctionnaires vont pouvoir avoir une prime de 10 000 €, mais malheureusement, ça
ça ne résoudra pas le problème. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas d'ouverture de poste supplémentaire. On demande à des personnes de rester 5 ans, sauf que c'est insuffisant. Et surtout en matière de police, c'est que on a une évolution de carrière où on prend des grades et malheureusement, c'est que 5 ans, c'est le temps qu'il faut à un policier du 93 pour passer brigadier, voire brigadier-chef, pour ceux qui passent des examens ensuite. Et donc, du coup, en fait, on est en train de dire à des jeunes policiers, restez 5 ans, on vous donne 10 000 €. Une fois que vous les avez, vous pouvez partir. C'est absolument pas ce dont on a besoin dans le 93. On a besoin de policiers qui soient anciens, des personnes qui sont aguerries, des personnes qui sont en mesure d'encadrer les plus jeunes policiers pour pouvoir permettre des actions de police qui soient plus efficaces. Mais aussi, c'est tout bête, on demande des effectifs. Oui, mais on est en sous-effectif partout sur le 93. Vraiment un problème de moyens. Hier soir, au JT de TF1, il y avait un reportage sur Marseille où on voyait qu'il y avait une équipe d'intervention qui vidait un immeuble de tous ces trafiquants et l'équipe de télévision repasse 3 heures après. Et il y a déjà des gens qui se sont réinstallés, alors que les auditions de ceux qui ont été arrêtés ne sont même pas terminées. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème de moyens pour lutter contre cette... Je vous remercie de faire la transition. Est-ce que la justice doit être un moyen comme un autre de pouvoir lutter contre la criminalité et la délinquance? Oui. Est-ce que la justice est aujourd'hui à la hauteur? Je me donne la liberté de dire que non. Je pense que le syndicat de la magistrature a aussi beaucoup de responsabilités là-dedans. Et je pense que quand on met en application la harangue de Baudot dans son jugement et dans sa façon de traiter la délinquance et la criminalité, c'est-à-dire, et je cite cette harangue, le délinquant contre le policier, vous lui donnez raison. Ça veut dire qu'en gros, quand le policier fait son travail, assurez-vous toujours pour que ce travail tombe à l'eau. Est-ce que votre ministère de tutelle, l'Intérieur, vous demande vraiment, sérieusement, de lutter contre le trafic de drogue? Oui, avec des petites cuillères. Vous évoquiez tout à l'heure les défis, on évoquait ensemble les défis lancés sur Internet et puis vous parliez de rappeurs. Je voudrais vous entendre justement sur un clip, je ne sais pas si c'est à celui-ci que vous faisiez allusion, mais le directeur de la police nationale envisage de porter plainte après la diffusion du clip d'un groupe de rap 13 blocs, son titre Fuck le 17, référence au numéro d'urgence de la police qui met en scène des membres du groupe multipliant les doigts d'honneur face à des acteurs habillés en policiers. Ça alimente évidemment la haine anti-flic, ce genre de clip. Est-ce que vous demandez la suppression de ce clip? Est-ce seulement possible? Je n'ai pas pouvoir de dire si un clip doit être supprimé, sauf si la justice se prononce pour ça. Si M. Morvan, donc le directeur général de la police nationale, également M. Nunez, je crois, se sont prononcés, c'est simplement parce que j'ai entendu parler de ce lancement de clip à 18h, je crois que c'est vendredi soir ou samedi soir, je crois. Je ne sais plus, bref, c'était ce week-end à une heure donnée. D'ailleurs, ça a bien marché sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et c'est là où, en effet, j'en ai avisé mon secrétaire général qui a tout de suite écrit au ministre. Et donc, du coup, M. Morvan s'est exprimé par la suite à notre saisine, justement. Oui, c'est bien Twitter pour s'exprimer, mais je pense que quand on a des responsabilités politiques et quand on est à la tête de la direction générale de la police nationale, il faut faire autre chose qu'un tweet. Nous, ce qu'on veut, c'est saisir la justice. Et on veut que le DGPN saisisse la justice et dépose plainte. C'est pas compliqué. Il le sous-entend dans son tweet. Hein. Non, mais je veux dire, moi, j'aimerais juste qu'il le fasse, en fait. Parce que le sous-entendre, on le sait, on sait comment ça marche. On sous-entend sur Twitter parce qu'on fait de la politique. Pas sûr que derrière, on le fasse. Et puis, s'il veut le faire vraiment, qu'il le dise. Je vais déposer plainte. On attend toujours. On est lundi, on n'a toujours pas de retour. Moi, s'il l'avait fait, je peux vous assurer que j'aurais reçu le message, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, mon secrétaire général est sur le coup. J'ose espérer que le ministère de l'Intérieur ou la DGPN va se décider à saisir la justice là-dessus. Il ne s'agit pas de supprimer un clip qui, de toute façon, a déjà buzzé. Il s'agit juste de faire comprendre que quand on incite des personnes à mettre des policiers dans un coffre, à les tuer tout en les traitant de porcs, c'est à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique, ça s'appelle une incitation au crime. Et que donc, du coup, si des personnes mettent en application ce crime, on en devient forcément le complice par instruction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code pénal qui a été écrit par le législateur. Donc, à partir du moment où, dans notre société, on a ce genre de clip qui buzz, moi, je ne vais pas faire de langue de bois, je finis juste là-dessus, je ne vais pas faire de langue de bois. Vous prenez n'importe quel autre groupe communautaire, ethnique, religieux, professionnel, vous le remplacez par le mot flic, ça heurterait tout le monde dans la société. Sauf qu'il y a une couleur en France qu'on a le droit de tuer impunément et à laquelle on a le droit de déclarer la guerre sans que ça n'émeuve personne, c'est la couleur bleue et c'est la nôtre. Donc j'ai envie juste de dire que notre corporation a le droit aussi à la même protection que toutes les autres communautés à juste titre et que toute incitation à la haine contre les forces de l'ordre, quand on sait qu'on peut mourir d'un coup de couteau parce qu'on est soit de terrorisme ou de droit commun, j'aimerais juste qu'aujourd'hui le législateur se dise oui, la haine anti-flic conduit à la violence. Ça vous émeut particulièrement, oui, parce que je vois. Oui, parce que comme tous mes collègues, on a Magnanville en tête.
Je veux dire, quand on a un terroriste qui s'en prend aux forces de l'ordre, c'est la mort. c'est la mort le couple de policiers. Oui, voilà. Un officier et sa conjointe qui est administrative, donc associée à la police, qui sont tués. Évidemment qu'on a ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le terrorisme, il attaque pas uniquement des mœurs, il attaque pas uniquement des institutions, il attaque aussi des forces de l'ordre. Et donc, du coup, ça veut dire que notre corporation, elle est tout le temps en danger, que ce soit en matière de droit commun ou en matière de terrorisme. Et donc, du coup, on n'a pas le droit de dire que oui, on a des groupes aujourd'hui qui sont la cible finalement d'attaque parce que on lutte tous et de manière tout à fait claire et sans ambiguïté, et c'est normal, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'homophobie, c'est normal. Pourquoi est-ce que finalement la lutte contre la haine, contre les forces de l'ordre devient aujourd'hui une espèce de tabou pour lequel finalement on est complètement réac dès lors qu'on se prononce en sa faveur ? En 2 mots, vous rassurez un peu, ça n'émeut personne si vous rappelez que les derniers sondages donnent de l'image de la police l'image la plus positive qu'on ait depuis que les sondages existent. La police est populaire et elle l'est depuis peu de temps et c'est inédit. Oui, mais, donc, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous. Les chouchous de 70% des Français, les gilets jaunes, quand les Black Blocs se joignent aux gilets jaunes et crient, non, ça baisse presque pas. Oui, un tout petit peu, mais ça dépasse de loin toujours la moyenne. Et qui dit, tout le monde, on haït la police, ou tout le monde, je ne sais pas quel est leur mot d'ordre. Tout le monde déteste la police. Les gilets jaunes ne font pas marche arrière, etc. Et on continue à soutenir. Pour revenir à ce clip qui révolte, quand même, le principe même, malheureusement, du rap, c'est l'ultra-sexisme, l'ultra-misogynie et cette haine de la police qu'on retrouve dans le rap américain, qu'on retrouve dans le rap français. On retrouve dans chacune des chansons, commencées par NTM, on l'avait aussi avec Booba. Est-ce que finalement, c'est pas une lutte sans fin qu'à chaque fois, se battre contre une nouvelle chanson d'un rappeur connu ou pas connu parce qu'il a insulté la police, alors que le principe même du rap, c'est insulter la police. Est-ce que les gens qui écoutent du rap, parce qu'on insulte la police, vont eux-mêmes, sans avoir de distinction, insulter la police aussi? Tout le monde sait que ça fait partie du jeu. Un rap, on n'écoute pas le rap pour faire des déclarations d'amour. Le rap, c'est une musique contestataire, insultante. C'est du punk. Mais je suis pas sûre que ce soit le principe du rap d'insulter non plus la police. Non. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je fais partie de la génération IAM. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu beaucoup ce groupe de rap appelé à la mort de la police. On peut être contestataire tout en n'oubliant pas ses valeurs. Et ça doit être justement une des missions du rap qui est censée être de l'art urbain et donc qui est censée s'adresser aux jeunes. Et c'est une question aussi de responsabilité. Il y a de grands artistes qui font du rap et qui le font très bien, sans appeler à la mort des flics. En revanche, j'ai l'impression que ce sont les plus mauvais d'entre eux qui font ce genre d'appel. Abstraction faite de NTM. Je pense que ce groupe de rap est de qualité très médiocre. Et d'ailleurs, il n'est parvenu à faire le buzz que parce qu'il a appelé à la mort de la police. Si une fois qu'on a dit ça, je veux juste dire que au-delà de ça, l'art n'est pas dispensé d'avoir une vision de morale. Et surtout quand il s'agit de la vie humaine. Alors, et surtout dans le contexte que l'on sait. Voilà, notre société évolue. De la même façon que les violences conjugales existent toujours, de la même façon que la pédophilie existe toujours, on a l'impression de vider un tonneau de Danaïde. Est-ce que ça veut dire que sous prétexte que ça peut encore exister longtemps, on doit baisser les bras? Non. Et c'est justement aussi notre raison d'agir, c'est-à-dire de se dire que non, on ne doit pas laisser le terrain à ce genre de choses. Ce sera peut-être un combat de 100 ans, ça n'aboutira peut-être pas, mais ne rien faire, c'est laisser dire et laisser croire que c'est normal. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas concevable dans notre société qui appelle à une espèce de pacification et de bonnes relations entre les humains. On ne peut pas appeler à la mort. Donc on est d'accord, vous avez un rôle de lanceur d'alerte en plus. Mais de lanceur d'alerte et de modificateur aussi, et d'aider à évoluer dans la société. Notre rôle de syndicaliste de policier, en tout cas, c'est d'alerter l'opinion publique, d'améliorer aussi les conditions de travail, c'est supposé être notre mission numéro 1, mais aussi et surtout de participer au débat de société. C'est aussi en ça que j'appelle le législateur. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.